Bonjour et bienvenue à votre émission Électron Libre, une émission où on vous parle de tout, de rien et un peu n'importe comment. Mais en même temps, on tente de vous intéresser. Cette semaine à l'émission, on va parler d'art contemporain, on va parler de Godzilla et on va parler du bonheur. Trois choses qui n'ont aucun lien en commun et c'est pour ça qu'on a choisi ces sujets-là. Maintenant, avant tout ça, on va commencer en vous présentant mes deux invités, Francis Côté. Bonjour. Et Jacob Lévesque, en remplacement de Mélanie Saint-Germain. Je tiens à le dire, elle veut garder sa place dans l'émission, mais elle est trop occupée cette semaine pour venir nous voir, ainsi que la semaine passée et les deux prochaines semaines. Là-dessus, on va commencer coup de cœur, coup de gueule. On va commencer avec toi, Jacob. OK. J'y avais pas pensé, mais rapidement, je sais pas si j'assume de dire ça à la TV, mais oui, pourquoi pas. Ah oui. Le petit jingle de Planète 100,3, c'est mon coup de gueule. Pourquoi? Le petit jingle, parce qu'on dit Planète Radio, une radio 100% de Dolbeau-Mistassini. Mais on parle beaucoup de la voix, on parle beaucoup de ce qui se passe dans les médias de masse, mais c'est pas vrai qu'on parle 100% de Dolbeau. Et ça peut être difficile des fois d'avoir une tribune là, culturellement. Oui. C'est vrai que les médias locaux sont de moins en moins locaux, en fait. C'est ça, mais moi, c'est surtout le jingle que je fais. À chaque fois, je fais « faux ». Je grimace un peu quand j'entends ça. Moi, je vais avoir aussi un coup de gueule, hein, parce que là, l'hiver arrive et en ce moment, pas encore arrivé, mais on a déjà, tu sais, aujourd'hui, on peut avoir des produits à l'année. Hein. D'habitude, mettons les clémentines, on a ça durant l'hiver, ça se défait tout seul, etc. En ce moment, les clémentines, ils sont pas mauvaises, mais ils sont pas épluchables. Écoute, Bon. ça dégouline des mains, tu viens tout beurré, collant. Ça m'écoeure, mais mes enfants aiment ça, donc je suis obligé d'en défaire à chaque jour et ça ne me fait jamais plaisir. Coup de gueule. Coup de gueule. Tiens, toi, les clémentines. Voilà. Francis? Je vais y aller à l'envers. Je vais être coup de cœur. Oui. Étant donné que je suis sur le bonheur aujourd'hui, eh bien, coup de cœur, parce que je vais le faire pour la télé communautaire de TVLDM 9. C'est bien Oui. cela. Tout simplement parce que ça fait teuteux de dire ça, mais on se rend compte qu'on est écouté. Oui. Des fois, Oui. on se dit, on vient tourner nos petites émissions, les 4 personnes qui nous écoutent, finalement, vont peut-être tomber sur nous autres par hasard. Et on se rend compte, plusieurs commentaires de gens du Saguenay, parce qu'on est diffusé ailleurs, et Ouais. comme rayonnement pour la communauté de Dolbeau-Mistassini, incluant toutes les autres petites émissions qui gravitent autour de ça. Et la nôtre, bien, on est écouté. Et c'est très agréable. Il y a même des gens qui m'ont écrit. Oui, alors c'est une lettre à ton nom. Oui, que je vais faire une chronique avec ça un peu plus tard. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, telle chronique, ils peuvent m'en parler parce qu'ils ont vraiment écouté ce qu'on avait à dire. Donc, bravo TV locale qui rayonne. Ben oui, je suis d'accord. Enfin, bien, merci, on le On prend, va à on le prend, l'envers on de travaille toi. fort. On travaille fort pour ça. Mais malheureusement, le temps passe. Je vais être obligé de couper ton coup de cœur Ah. pour que tu me parles de bonheur. Oh, Pierre, Oui. Es-tu heureux? moi, je suis heureux. Et c'est le constat que j'ai fait hier. J'avais une conversation avec ma conjointe qui m'a candidement avoué « je suis heureuse ». Et là, elle m'a expliqué les morceaux de sa vie qui fonctionnaient bien. Elle était capable de dire qu'en amitié, en amour, familial, contexte professionnel, tout, elle est heureuse. Et là, je me suis dit après, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Donc, je suis allé chercher des études scientifiques sur Canal Vie et finalement, être capable d'avoir la recette du bonheur. Comment je peux terminer de vous parler ce matin et que vous partiez avec ça et que vous augmentiez votre capital de bonheur? D'accord. Voilà. Premièrement, dormez. Le sommeil est important. Oui, je le sais. Zéro en un. Des couches-tard comme nous, j'ai la tendance à me coucher tard, à escamoter certaines heures de sommeil. 6 heures de sommeil consécutifs, c'est important. Il y en a qui ont de jeunes enfants, qui peuvent être malades, qui se réveillent la nuit. Je te regarde comme ça, mais effectivement, c'est un bout de ta vie que tu fais un X dessus. Je vais moins bien dormir pendant les 8 premiers. Bon, pas le choix. Ça vient avec, mais nécessairement, il faut dormir. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs. C'est beau dire « je veux être heureux dans la vie ». Non, mauvais objectif. Phrase-toi quelque chose en tête, visualise, écris-le à quelque part au pire aller, mais vise quelque chose. Comptabiliser des rêves, c'est réaliser des choses, accomplir Voilà. des objectifs. Je suis d'accord, moi. Ça, je le fais beaucoup. Moi, dans la prochaine À année, défaut de ne pas dormir. Ouais. professionnellement, j'ai des objectifs. Je veux me marier l'été prochain et je compte faire un voyage qui va me dépayser. Mes objectifs sont réalisables, sont possibles, puis l'année d'après, je m'en fixe d'autres. Mais fixez-vous des objectifs, regardez en avant, voyez des... Votre capacité à réaliser vos rêves, hein, c'est ça qui fait, je pense, le bonheur. Et non pas découvrir le monde.
Ça, c'est pas un objectif. Ton objectif, Ben, en faut- fait, oui, mais tu peux le Ouais, faire à mais- travers un atlas. Ouais, c'est ça. Mais Il faut que ce finalement, soit concret, que ce réaliste. soit concret, et réaliste. réalisable. Puis à la fin, quand tu vas être sur ton lit de mort et que tu vas regarder ta vie, ce sera un enchaînement de petits bonheurs que tu auras réalisés. Savourer l'attente. Aujourd'hui, c'est difficile. Les jeunes, particulièrement, Les la vieux nouvelle aussi, les génération, vieux les vieux aussi, tout achat à crédit. Si tu en as besoin, tu veux une TV 72 pouces avec le dernier Xbox, tu peux y aller. Tu vas avoir l'argent. Si tu vas à la banque puis tu veux avoir des sous pour quelque chose, tu vas l'avoir. Aujourd'hui, on peut tout avoir ici et maintenant. D'attendre un petit peu des fois, c'est pas une mauvaise chose. D'attendre, le sentiment Tu d'attendre. l'apprécies plus quand tu l'as aussi. Ouais. Puis on l'a escamoté avec les dernières années. Gardons ça. Porter du bleu. Ironique d'un gars qui est daltonien. Mais Pierre, tu as du bleu, ça nous calme, ça nous apaise. C'est apaisant et ça évoque le rêve, le voyage, bref, de bons sentiments. Augmente aussi la confiance en soi, diminue le stress tant pour la personne que pour son entourage. Donc, présentement, tu es comme un Febreze de bonheur avec ton bleu. Merci. Vivez de nouvelles expériences. Le changement déstabilise, mais stimule. Le changement, ça nous... Oh non, hein, oh, président américain. Ça nous déstabilise, OK? Ça, c'est clair. Mais des fois, le changement nous amène à nous... Nous dépasser. en fait. dépasser. C'est Ça Et à un nous mot que découvrir j'avais. des nouveaux horizons. Les, Voilà. les gens sont de plus en plus casaniers ou conservateurs justement là-dedans. Puis quand on arrive avec un changement, le monde font tout. Ah, ça va être compliqué, mais souvent c'est très, très, très simple. Moi, j'aime beaucoup l'instabilité, en fait, parce que ça permet justement de faire de nouvelles choses. Ça nous Exactement. tient en vie. Ouais. Professionnellement, en amitié, en amour, peu importe. Donnez, soyez généreux, ça fait du bien. Ça prend des fois pas beaucoup. Donc, Pierre, je te Wow. remets ce magnifique crayon au Modware. Et ça va venir chercher un petit sentiment des fois qu'on pense qu'on n'a pas. Puis, tu te couches le soir, t'as donné, c'est important. Et surtout, entourez-vous de vrais amis. En fin de semaine, j'ai vécu quelque chose avec des amis que je vois pas nécessairement souvent. Des gens que je vois des fois une fois par année, des fois on ne se voit pas régulièrement sans s'appeler. Mais quand tu sais que tu es bien entouré, que tu as des amis, que tu peux compter sur des gens autour de toi, c'est important. Aimer, idéalement. Je souhaite à tout le monde de trouver la bonne personne et qu'il soit heureux. Mais quelqu'un qui dit, moi, je suis heureux célibataire, c'est prouvé. Quand tu peux être en couple et heureux, ça va être plus facilement accessible le bonheur Ce que que j'aime d'être là-dedans, c'est que seul. tu parles d'aimer, puis c'est pas nécessairement d'attendre de recevoir. Non. Hein. C'est beaucoup, c'est de donner, d'aimer. C'est ça qui est beau. Et voilà. Et finalement, C'est fini. attends, parenthèse. Le goût de la bière augmente la sécrétion de dopamine. Les amandes, les avocats, les bananes font la même chose. Faire des listes, faire du sport, créer. Faire de la méditation réduit également le niveau de stress et peut influencer positivement, vous permettre d'être heureux. Demeurer le plus neutre possible, cesser de défendre des opinions ont également une influence sur votre propre niveau de bonheur. Bref, Ouais, là, je j'ai- suis moins d'accord. Je Toi, pense que t'es moins c'est d'accord? essentiel de défendre des points de vue, puis d'en avoir surtout, puis d'être capable de débattre. Je trouve qu'on se confine à parler avec des gens qui sont d'accord avec nous quand c'est hyper sain pour avancer en société, de débattre et de savoir débattre, donc de s'attaquer à des arguments et non pas à des personnes. mais ça prend un peu de lâcher prise. Puis à un moment donné, il y en a qui aimeraient avoir tout le monde de la même opinion qu'eux et ils se prennent la tête avec ça et ils en Oui, deviennent non, malheureux. Donc, Ouais. ça prend aussi une part de lâcher prise. Ben, d'écoute dans l'argumentation. aussi, Voilà, là. point. Et au final, la seule recette, c'est de faire et de mettre en place ce qu'il faut pour être heureux. Ça Génial. t'appartient. Wow! Génial, mais moi je vais vous parler de quelque chose qui me rend excessivement heureux. En fouillant, je suis tombé sur les MTV Lifetime Achievement Award. Et ça, c'est des prix qui sont donnés. Et dans toute l'histoire de ce prix-là, il y a 3 personnes qui n'existent pas qui ont reçu ce prix-là. OK. Il y a Jason Voorhees de Vendredi 13. Ah, il oui. y a Chewbacca. Il y a d'autres personnes vivantes qui l'ont su, mais je ne me suis pas attardé à ça. Et il y a Godzilla. Et étant personnellement un fan de Godzilla, je décide de vous parler. Je n'ai jamais parlé de mon grand amour pour cette icône qui est Godzilla. Godzilla, pour ceux qui ne savent pas, c'est un monstre japonais. C'est une figure emblématique de la culture populaire, créée par Tomoyoku Tanaka avec les studios Toho. C'est à partir de 1954 qu'on a le premier film Godzilla. La thématique de la saga, parce qu'aujourd'hui, il y a au-dessus de 30 films de Godzilla,
exploite les thèmes écologiques et la peur du nucléaire dans un Japon d'après-guerre traumatisé par les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima. Dans les 30 films de la saga cinématographique produits entre 1954 et 2014, puis là, on ne parle pas des jeux vidéo, des mangas, des séries de comics, de romans, etc., Godzilla est tantôt vu comme une menace pour l'humanité, mais aussi souvent comme un allié des hommes contre les autres monstres. Ouais, c'est parti le nom d'origine de Godzilla, en fait, en japonais, il faut dire, je ne serais pas capable de le dire, mais c'est Gohira. Et là, d'autres, on l'a transformé en Godzilla. Là. Il est formé d'une combinaison de deux mots japonais, Gorira et Kujira, donc gori et baleine. C'est un nom issu des phases des plans préparatoires. Godzilla est décrit comme un croisement entre un gorille et une baleine, pour faire référence à sa taille, sa force et ses origines aquatiques. Dans les années 50, il y a eu divers projets de films fantastiques qui sont en chantier dans les cinémas américains, c'est un peu la mode, etc. En 1952, aux États-Unis, on sort King Kong, et là, au Japon, on dit pourquoi on n'exploite pas, nous, cette peur-là qu'on a du nucléaire. Donc, au même moment, le producteur Tanaka pense à mettre sur pied un kaiju. Ouais, un kaiju, ça veut dire film de monstre japonais, textuellement. Dans le scénario original de Kayama, un monstre sous-marin antidiluvien est réveillé par des essais nucléaires dans le Pacifique. Irradié, il détruit Tokyo avant de retourner dans la mer. Le second scénariste, Murata, ajoute la tragédie du docteur Shirizawa, un scientifique à l'origine de l'Oxygen Destroyer qui préfère se suicider plutôt que de voir son invention devenir une arme dans les mains du gouvernement. Donc, on pense que c'est un gros film de gars en saut de mascotte qui détruit. Il y a ça aussi, là. Mais il y a quelque chose en arrière de ça. Il faut savoir qu'à l'époque, les effets spéciaux, c'est assez malade. Il y a Eiji Tsuburaya qui dirige les effets spéciaux. À l'époque, il y a deux grands studios d'effets spéciaux qui sont à la fine pointe de technologie. Il y a lui et il y a Disney. Là, on parle des années 50. Okay. Et il ne faut pas oublier que c'est des maquettes qui font des grandes maquettes et ils font des one-shots. Fait qu'il faut que ça fonctionne. Parce que quand on détruit une maquette, parce qu'on fait exploser des choses, on ne veut pas tout refaire. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est le célèbre Ishiro Honda qui va réaliser le film moins de 10 ans après le débarquement. Il faut savoir que les Américains vont récupérer le film, mais ils vont rajouter Raymond Bird, ils vont tourner des scènes avec lui pour un peu enlever l'effet que c'est les Américains les méchants, et ils vont enlever, entre autres, au-dessus de 16 minutes au film pour le sortir aux États-Unis. À la fin, Godzilla va mourir, mais l'année suivante sort Godzilla Return, où il va se battre contre un monstre quadrupède du nom de Anguirus. Ensuite, il va s'avoir une grande suite de monstres. Est-ce qu'à l'origine, oui, il est méchant ou il est gentil? Dans le premier, il est méchant. Okay. Mais il va y avoir des époques, et à un moment donné, il y a des monstres d'autres planètes qui vont arriver, et là, il va devenir gentil, il va aider. Même dans la dernière version du film qu'on a vu, qui était faite, produit par Toho, donc le même studio, mais réalisé. Mais non, parce qu'il est là, il se réveille pour détruire les monstres qui viennent menacer, puis après ça, il s'en retourne dans l'eau. Ouais. Mais bien sûr, il est super gros, il détruit tout parce qu'il n'est pas super habile. Il n'est pas délicat. Ouais. Mais au bout du compte, il veut aider et est souvent mal compris par les hommes. Il va y avoir beaucoup d'enfants. Hein? Il y a d'ailleurs dans des films qu'on appelle, dans son film Son of Godzilla, où on voit Minilla, son enfant, qui va aider un jeune enfant à apprendre à se défendre contre l'intimidation à l'école. Okay. Et tout ça, il va tomber comme dans un rêve, il va tomber sur Monster Island, il va voir Godzilla enseigner à son fils Minilla comment se défendre contre les gros monstres. Donc, pour incarner le monstre dans la saga, on utilise une technique propre au genre, un cascadeur dans un costume. Donc, on construit un prototype. L'homme dans le costume, Haruo Nakajimi, qui est une grande vedette au Japon, entre autres, il est souvent filmé au ralenti pour accentuer l'impression de lourdeur et de gigantisme du monstre. On va utiliser aussi des marionnettes animées et radio-télécommandées. Il faut savoir que le costume original pesait 200 kg et ne pouvait être porté pas plus que 2 minutes par l'acteur, sinon il s'évanouissait parce qu'il n'était pas capable de respirer à l'intérieur. Fait que souvent dans les scènes, on va voir le haut du monstre ou juste les pattes qui écrasent des villes parce qu'il mettait la moitié du costume pour être capable de tourner des parties. Intéressant quand même, hein? Ben ouais. Donc, l'apparence approximative de Godzilla est celle d'un gigantesque dinosaure mutant avec des écailles rugueuses et bosselées de couleur grise anthracite, une queue puissante, longue et dentelée et de longues épines dorsales. Quelque chose à noter, son rugissement est resté le même du début de 1954 à aujourd'hui, c'est encore le même son. Sa taille varie dans les films japonais de 50 à 100 mètres, mais dans le dernier film de 2014, ils ont vraiment exagéré. Là, on pense au-dessus de 300 mètres là, dans sa taille pour son film, avec un souffle atomique qui peut brûler une mégapole entière.
Il y a beaucoup de monstres qui vont croiser l'univers de Godzilla. Il va y avoir le célèbre King Kong contre Godzilla, ou dans la version, ça finit comme nul, parce que là, c'était le grand monstre américain contre le grand monstre japonais. Il va y avoir Mecha Godzilla, King Ghidorah, on parlait de Mothra, Rodan, qui vont avoir des films à eux seuls, donc un papillon ou une espèce de chauve-souris, Gorosaurus, Hedorah, Jet Jaguar, qui est une espèce de robot qui grandit. Écoute, il y en a Space Godzilla, il y en a énormément des méchants. Godzilla est l'un des symboles de la culture populaire japonaise les plus reconnaissables à travers le monde. Il y a même son étoile sur Hollywood Boulevard. Ah ouais. C'est à la fois une métaphore cinématographique des États-Unis et une allégorie des armes nucléaires. Les premiers films, en particulier celui de 1954, dépeignent Godzilla comme un monstre effrayant, triste, produit des radiations atomiques. Au fil des films, alors que ceux-ci deviennent de plus en plus destinés à un jeune public, Godzilla change. De monstre destructeur, il devient personnage héroïque. Dès lors, le personnage est présenté alternativement comme le protecteur de la Terre et comme porteur de destruction. Bang! Et toi, on reste dans le même sujet, tu vas nous parler d'art contemporain? Exactement, même combat. Je vous parle d'aide humanitaire, ben ouais. Non, d'art contemporain. J'ai senti le besoin de faire ça en plus. En fait, c'est plus apprécier l'art contemporain. Le jugement qu'on porte. Le jugement qu'on peut avoir, la fermeture, mais souvent, c'est pas des gens fermés. Je ne veux pas non plus, on ne comprend pas, on reste figé devant des œuvres parce qu'ils n'ont pas un langage classique, parce qu'ils n'ont pas... c'est pas du réalisme. On sort des paradigmes de l'art. On sort des codes, on sort même de ce qu'on voit. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'images aussi avec les réseaux sociaux, avec tous les médias. On est bombardé d'images. Fait que d'aller observer un tableau où les codes sont pas les mêmes, où en fait, il n'y a pas un code qui est clair, ça peut nous paraître difficile. Parce que justement, de prendre le temps de s'attarder à une image qui est différente. Puis en fait, c'est ça l'art contemporain, c'est de faire les choses différemment. De prendre le temps, ça peut être difficile. Puis, il y a aussi, en tout cas, je ne le sais pas, mais comme approche, là, je te parle personnellement, j'ai l'impression que quand un artiste donne une œuvre, à un moment donné, elle est là, et toi, tu prends ce que tu vois, et puis là, tu essaies de l'analyser, mais des fois, avec le cheminement, de comprendre le cheminement de l'artiste, ça peut t'aider à l'apprécier plus, non? Exactement, oui. De questionner, de même parler avec l'artiste, ça peut être très intéressant, on peut avoir des réponses, parce que des fois, on a chacun des référents, nous. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même éducation, on n'a pas... Alors, pour ça, pour s'aider, moi, je me fie à un petit guide que j'ai acheté à Chicoutimi, à la librairie d'art actuel Point de Suspension. J'ai mon ami Bruno Paradis qui travaille là, à la librairie d'art actuel. Et j'ai acheté ça, il est tout simple, et je me réfère à ça pour vous faire ma chronique aujourd'hui. D'accord. Alors, je feuillette. Alors, une petite introduction. Alors, qu'est-ce que l'art, les gars? L'objet de création, je sais pas. Oui, ça doit venir de quelqu'un, forcément. En même temps, ça peut aller loin, c'est un objet de création. Quand je fais une chorégraphie pour de la lutte au WWF, je fais-tu de l'art? Parce que je suis en costume, je fais une prestation sur une scène. C'est de l'art, la lutte? Mais en fait, non, mais tu sais, on a une question. Oui, en fait, il existe plusieurs définitions, mais en fait, l'art, c'est perceptible par les sens. Ça peut être même olfactif, ça peut être visuel, ça peut être... On peut toucher, mais pas dans toutes les œuvres. Là. Mais toi, tu pourrais définir la lutte comme une œuvre. Non, mais c'était une question plus qu'un constat. Là. Mais ce qui va vraiment différencier pour moi là, une œuvre d'un show, ça va être le message que tu veux transmettre. Il y a un message, il y a quelque chose que tu veux apporter dans le monde. Tu as une vision, chaque humain a une vision, chaque humain... Tu veux faire réfléchir, choquer, ou tu veux apporter... On a une perception, on a un regard sur le monde que personne d'autre a. Chaque humain a un regard sur le monde. Et quand on crée une œuvre, c'est une espèce de petit miracle. On amène notre perception du monde. Et après ça, il y a place à interprétation, là, à plusieurs interprétations. Le bouquin à lequel je me réfère, en fait, c'est 3 étapes. Si on a de la difficulté, on reste figé devant une œuvre contemporaine puis on ne comprend pas, il nous propose de regarder d'abord, de se questionner et ensuite, ça va nous amener à apprécier. Et quand je dis apprécier, ce n'est pas nécessairement j'aime ou j'aime pas.
apprécier, c'est de se dire, est-ce que cette œuvre-là me change? Est-ce que cette œuvre-là me choque? C'est de mieux se connaître aussi. Ouais. Puis ça peut être, il y a des œuvres aussi qui sont plus, qui vont plus être un enjeu social. Donc, c'est de se questionner individuellement ou en société. Qu'est-ce que l'art? On a un peu parlé brièvement. Maintenant, qu'est-ce que l'art contemporain? Mais en fait, c'est une période, là, je lis un peu, les historiens de l'art situent le début de l'époque contemporaine en 1945. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1945? C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, puis on est encore, puis on est encore dans cette période-là contemporaine. On peut parler, je vous ai parlé de la librairie d'art actuel. Art actuel, c'est un terme qui est presque seulement utilisé au Québec. Donc, l'art actuel, c'est simplement les œuvres qui sont faites actuellement. Donc, qui comprennent, l'art actuel, c'est une petite partie de ce qui se fait dans l'art contemporain. Oui, historiquement, ça s'est rapproché dans le temps. Oui, c'est ça. Et même que l'artiste doit toujours être vivant. OK. Ouais. Là, je vous parlais, la période contemporaine aussi, c'est beaucoup une période où on veut faire les choses autrement. On ne veut plus circuler dans les musées où on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit d'échanger, on doit être silencieux. Puis moi, je suis allé au musée d'Orsay à Paris et si on t'entend parler, on peut t'expulser. Même chose pour le musée du Louvre. Mais ce n'est pas ça dans les lieux d'art contemporain. On a le droit d'échanger, on va même favoriser l'échange. On a le droit de quitter si on veut. Au milieu d'un film d'art contemporain, on a le droit de quitter, on a le droit On a le droit de ne pas aimer ça, on a le droit d'aimer ça. C'est ça. Puis on a le droit aussi de parler, on a le droit de réagir, on a le droit de courir, on a le droit de regarder des expositions plus rapidement. Il y en a d'autres qu'on peut toucher souvent dans l'art contemporain. Qui est l'artiste? J'ai-tu encore du temps, mon père? Tu as peut-être une trentaine de secondes. Ah, Colin! Eh bien, il faut alors vraiment acheter ce livre. Non, mais en fait, regarder ses premières impressions, se questionner, ça peut être questionner l'artiste aussi. Ça, on va essayer de regarder l'œuvre avec les yeux de l'artiste. C'est qui cet homme-là? C'est qui cette femme-là? Pourquoi il a fait ça, selon vous? Comprendre le contexte de la création. C'est ça. Hein? Et apprécier, c'est comme d'additionner, regarder plus questionner. Ça va inévitablement nous amener à apprécier l'œuvre. Et apprécier, comme je disais, c'est pas nécessairement dire j'aime ou j'aime pas. On peut sortir d'une exposition, on va être choqué. Puis on peut apprécier quand même. On va avoir apprécié l'œuvre parce qu'elle va avoir elle va nous avoir changé, elle va nous avoir amené une autre vision. Donc c'est ça. Soyez patients, observez, soyez patients. Écoutez, après cette chronique, si vous êtes choqué, vous avez le droit de l'être parce que nous, on fait de l'art actuel, on est toujours vivant et on essaie de passer un message. C'est vrai. C'est déjà l'heure du top 10 qui va rouler parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, vas-y. En fait, c'est un peu un questionnaire sur le top 10 des animaux qui tuent le plus d'humains dans une année. Ah, je le sais. Oui, en 10e position. La tarentule. Non. Le serpent. Non, c'est le tigre. Entre 40 et 100 personnes finissent dans la bouche d'un tigre par année. En 9e position, je vais tenter de le mimer. Non, la méduse. Okay. C'est flasque, c'est gélatineux et loin de se contenter de ça, ils ont un poison mortel. On dénombre 100 décès par an dus à des méduses. Oui. En 8e position... J'aime bien le mille. Ça va être dur. OK, un hippopotame. Oui, bravo. L'hippopotame, c'est tranquille, c'est passif, c'est herbivore, c'est charmant. Mais ça pèse 1500 kilos. Quand ça vous charge à 30 km/h, ça peut faire du dégât. 200 personnes par année environ meurent à chaque année à cause des hippopotames. En 7e position... non, le tigre, on l'a nommé. Le carcajou. Non, le lion. Oh, le lion. Ouais. C'est comme le tigre, mais ça a le plus faim. Donc, 250 personnes servent de repas au roi de la jungle. En 6e position... L'abeille. Oui, l'abeille n'est pas dangereuse en soi. C'est même un insecte très utile. Mais 400 personnes meurent à cause d'elle à chaque année parce que certaines personnes sont allergiques à leur venin et peuvent mourir suite à leur piqûre. D'accord. En 5e position... L'éléphant. Oui, l'éléphant, avec même la chose. trompe, Oui. Parce qu'il est assez bougon, l'éléphant. 7 tonnes. Et il charge et piétine tout quand on le met en rogne. Donc, il faut se tasser. 600 personnes par année meurent à cause des éléphants. 600.
4e position, Le crocodile. oui, crocodile, grand prédateur. Plus de 2000 personnes meurent annuellement. Il est très près de son territoire. Lui, son territoire de chasse est nécessaire. Il faut faire très attention, surtout près du Nil ou des eaux salées. Il a une force exceptionnelle pour fermer sa mâchoire, mais n'est pas très fort pour l'ouvrir. Donc, le meilleur moyen de se sauver, c'est de s'asseoir sur son museau. OK. Oui, quand même. C'est On notre retient meilleure la chance de suggestion. survie. Oui. La 3e position. Le crabe. Non, un ami. Le scorpion. Ben Oui, oui. le scorpion. Ils ne sont pas tous dangereux. La majorité ne sont pas dangereux, mais il y a une vingtaine d'espèces qui sont extrêmement dangereux. 5000 personnes par année meurent à cause de leur poison mortel. 2e position, Le serpent. le mais serpent. lequel? Le serpent. Mais là, on parle du OK, serpent. du serpent. S'il n'y avait pas de venin, le serpent, ce serait comme un gros lézard bien nourri qui aurait. Puis, tu sais, on pourrait l'avoir comme animal de compagnie, mais ce serait trop facile. Il n'hésite pas à tuer presque 100 000 personnes tous les ans. 100 000. Oui, par les serpents, mais là, il y en a partout. Il y en a des venimeux, il y en a qui t'étranglent, il y en a, écoute, qui sont entre les murs, peu importe. Numéro 1, quel est l'animal qui tue le plus de monde par année? La veuve noire. La veuve noire, toi, tu dis la veuve noire? Je sais pas du tout. Ben, dis qu'elle est assez enfant. Ah, le chien. Non, ce n'est pas le chien ni la veuve noire, c'est le moustique. Ah ouais. Un animal avec le particulièrement virus. vicieux qui tapit dans l'ombre attend patiemment le moindre bras au cuisseau dénudé. Si la piqûre d'un moustique n'est pas dangereuse en soi, elle peut transmettre toute une joyeuse panoplie de maladies, paludisme, fièvre jaune et peu importe. 2 millions de personnes meurent à chaque année à cause du moustique. Combattons le moustique. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine.